Est-ce que j'ai atteint mes objectifs au Canada? Je dirais globalement oui, honnêtement. Quand je suis arrivé, j'étais aussi attiré par le fait d'essayer une expérience entrepreneuriale. J'ai toujours eu un salaire depuis que j'ai travaillé, tous les mois. Et donc au début, c'était l'incertitude. Par exemple, en Belgique, parfois ton salaire sera peut-être moins élevé, mais tu vas avoir plus d'avantages, comme par exemple, tu vas avoir une voiture de société. Comment ça va sinon? Ça va très bien, très bien. C'est le début de l'année 2025. Toujours plein de... Tu sais, comme à chaque début d'année, tu te dis, cette année, on va améliorer ça, on va améliorer ça, on va améliorer ça, on va faire ça. On va voir si vraiment on va le faire. Ça sent quelqu'un qui a bien réfléchi à ce qu'il a envie d'améliorer pour 2025. D'ailleurs, c'est quoi les résolutions pour 2025? Ok, j'appellerai pas ça résolution nécessairement, mais ouais, en termes personnels, c'est clairement faire quand même plus attention au niveau santé, et alimentation, donc alimentation, sommeil et sport. Donc ça serait, je dirais que c'est les trois choses. Niveau professionnel, c'est augmenter beaucoup de gens vont dire ça, hein, évidemment, hein, augmenter les revenus, mais c'est aussi dans le modèle d'affaires dans lequel je le fais. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment améliorer cette année. Non, non. Est-ce que tu as toujours vécu au Canada? Pardon. On se tutoie. On se tutoie. Donc, est-ce que j'ai toujours vécu au Canada? Non. En fait, je suis né et j'ai grandi à Bruxelles, en Belgique, capitale de la Belgique et capitale de l'Europe. Montréal, ça fait 11 ans que je suis là en fait. Je suis arrivé à la Saint-Jean en 2013. Je sais pas si tu vois c'est quoi la fête. C'est la fête de la Saint-Jean, c'est la fête nationale du Québec en fait. Je suis arrivé ce jour-là là, en 2013, donc ça fait 11 ans que je suis là. C'est beaucoup plus long que ce que je pensais honnêtement. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de la Belgique du coup? Essayer de se donner un autre challenge personnel, essayer de changer de vie. À ce moment-là, au moment où j'étais parti, donc j'avais pas de contraintes parce que j'étais célibataire, tout seul, tout ça. Je me suis dit, je vais essayer de faire 2 ans en Amérique du Nord. Et à cette époque-là, le Canada faisait une très très belle promotion. Je pense qu'il le faisait en Belgique, mais dans pas mal de la francophonie européenne, où ils disaient qu'ils avaient besoin de jeunes bilingues, qu'ils avaient besoin de jeunes dans l'informatique, tout ça. Et comme je suis dans ce domaine-là aussi, j'ai dit, ah, ok, bah, c'est super, tu sais quoi, on va essayer de faire ça. Puis il y avait l'idée, ouais, tu peux avoir des bons salaires sans que la vie soit trop chère. Je me suis dit, on va faire ça, on va essayer de ça 2 ans, mais voilà, au final, pour l'instant, ça fait 11. De 2 à 11 ans du coup. Pas mal, pas mal, pas mal. Et donc, c'est quoi, t'es tombé amoureux du Canada ou est-ce que du coup la vie est vraiment beaucoup mieux ici une fois que t'es arrivé du coup? Je suis tombé amoureux au Canada, mais sinon, mais sinon j'aime bien, mais j'aime beaucoup Montréal. J'aime beaucoup Montréal. Ça oui, on peut peut-être dire quand même que j'étais tombé amoureux de Montréal, honnêtement. Après, Ça aide aussi à tomber amoureux. ouais, non, ça aide aussi, ça aide aussi. Mais il y a beaucoup de choses donc, que j'aime de Montréal. Et je pense qu'il y avait il y a une deuxième partie à ta question que j'ai ratée là. Ouais, Mais, en gros, est-ce que tu es tombé amoureux de Montréal ou est-ce que la vie est meilleure au Canada par rapport à Bruxelles? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement finalement? ok. Donc, la réponse classique, ça va être un peu ça dépend. Donc, je vais d'abord parler des choses qui sont universelles. Après, ça va dépendre de ta situation personnelle, familiale, tes ambitions. Donc, choses qui sont meilleures ici par rapport à Bruxelles, c'est, je dirais, un peu la politesse des gens, le fait que tu puisses... ça dépend des quartiers quand même, mais que rarement tu te fasses voler, tu peux quand même plus ou moins te dire... Juste hier, je devais faire des impressions à un magasin. J'avais mis la clé de ma voiture pas loin, et le parking du magasin il est petit, donc tu peux vite voir ça serait quelle voiture. Je l'ai remarqué longtemps après, puis voilà, la clé était toujours là, elle n'avait pas bougé de son endroit. À Bruxelles, au moment où je remarque que je l'ai oublié, je sais qu'elle est perdue, tu vois. Donc il y a de ça. Au niveau, je pense un peu pour ça c'est un peu plus peut-être pour les femmes. Les femmes sont moins,
se font moins insulter, des choses comme ça par rapport ou insulter, ou en tout cas siffler, tout ça par rapport à Bruxelles. Il y a beaucoup d'espaces larges verts. Ça, bon, ça, je pense que les gens peuvent le deviner parce que c'est un pays qui est énorme. Donc ça a son beau côté. Dans le cas de Montréal, jusqu'à avant la pandémie, le rapport salaire versus coût de la vie était vraiment excellent. Maintenant, c'est plus trop le cas, honnêtement. Maintenant, c'est plus trop le cas avec l'inflation. Mais ça explique le 2 à 11. Là, je veux dire, ça explique pourquoi j'ai fait quand même plusieurs années. Et puis, je dirais qu'en termes d'opportunités économiques, elles sont peut-être un peu différentes par rapport à la Belgique ou l'Europe dans certains secteurs, mais il y a pas mal d'opportunités. En général, il y a pas mal d'opportunités aussi, quoi. Ok, super. Donc, la vie était quand même mieux, en tout cas au niveau des revenus versus ce que tu peux t'offrir. Ouais. Voilà, tu vivais bien. Ouais. Tu vivais bien, donc c'est pour ça que tu es resté 11 ans ici. Je vis encore ok, mais tu as raison, je vis encore bien là, je suis pas en souffrance, mais effectivement, non, je le vois l'inflation, je vois les changements, ça je le vois, ouais. Ouais, parce que c'est quelque chose qui est d'actualité. Là, il y a beaucoup de Canadiens qui se plaignent du coup de l'inflation, du coût de la vie. Donc toi, tu le ressens aussi de ton côté. Ouais, tu le vois vite à l'épicerie. Tu le vois dans si quelqu'un avait acheté des logements, il va le voir dans son hypothèque surtout quand il y a eu la période d'augmentation des taux. Mais ou même si tu n'as pas de logement mais que tu essayes d'acheter. Tu le verras avant la pandémie et maintenant, tu vois une très grosse différence là pour le même logement, tu vois des différences de prix qui sont devenues énormes. Donc ouais. Toi, tu es dans l'informatique, c'est bien ça, hein? Oui. Okay. Quand tu es arrivé ici, tu as trouvé un travail dans l'informatique ou tu as dû te reconvertir? Moi, c'est différent un peu parce que donc j'ai pas un background d'informaticien, je ne suis pas un développeur ou un geek, je suis pas vraiment ça. Moi j'ai plus un background en fait plus en gestion d'entreprise, mais c'est le fait de faire du conseil en informatique de gestion, donc de l'intégration de systèmes là, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est permettre à une organisation au lieu d'utiliser différents systèmes pour son inventaire, pour ses ressources humaines, pour ses finances, pour ses ventes, etc., c'est en utiliser un seul pour faire très gros. En Belgique, je travaillais déjà depuis 6 ans en Belgique en tant que consultant. C'est un logiciel qui s'appelle SAP. Donc j'étais consultant en informatique. Et j'ai pu continuer ça en fait en arrivant. Donc déjà c'était un des métiers qui était dit comme métier en pénurie, mais en plus j'ai pu faire une prolongation à l'employeur que j'avais en Belgique, continuer dans le même groupe à Montréal. Donc c'était Deloitte ou Deloitte selon, dépendant comment on le prononce. Donc c'est comme ça que je suis arrivé. Donc j'ai pas eu. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas arrivé puis j'ai eu à chercher un boulot. Et en fait ça c'est un truc important, c'est que au début, je pensais même aller juste essayer de chercher un boulot, mais j'ai remarqué que le réseau est tellement important. Même si tu as fait des belles choses avant, ailleurs, c'est très important là si tu voulais trouver un bon premier boulot ici. Donc au final, je suis content d'avoir juste fait un transfert parce que j'aurais sûrement eu plus de mal là si je devais chercher. Donc tu as eu un transfert de ton travail de la Belgique ici. Est-ce que ça a permis d'avoir un gap de salaire, avec une augmentation de salaire, ou est-ce que c'est resté sensiblement le même salaire du coup? Ouais, le problème c'est qu'on va comparer un peu des pommes et des poires, honnêtement. Donc si on regarde en chiffres absolus, on va dire oui, mais on va comparer des pommes et des poires. Parce que par exemple en Belgique, parfois ton salaire sera peut-être moins élevé, mais tu vas avoir plus d'avantages, comme par exemple, tu vas avoir une voiture de société et on paye tout. Tu as la carte essence, tu as tout qui est payé là, par rapport à la voiture, assurance, tout ça. Donc parfois ça c'est un gros coût par exemple. Mais au Canada, il y aura moins cet avantage-là, donc le salaire va être plus élevé. Ça se fait ça. Hein.
Ouais, voilà. Donc, tandis qu'au Canada, ça va être plus, voilà, prends ton salaire brut. En plus, quand on négocie les salaires ici, c'est à l'année, donc tu dois diviser en 12 dans ta tête salaire brut. Tandis que en Europe, je pense qu'on est plus au mois. Et tu es payé aux 2 semaines. Dans certains cas, tu peux être payé aux 2 semaines ton salaire ici au Canada. Donc oui, j'ai fait une augmentation, mais c'est pas toujours comparable. Par contre, ce qui est important aussi, à côté de l'augmentation de salaire, c'est l'augmentation en termes de rôle. En fait, en termes de rôle, quand je suis arrivé, j'ai fait une diminution. On m'a dit, ouais, je ne connaissais pas, mais on m'a dit, ouais, tu sais, le marché canadien, c'est différent. Tu sais, moi, je viens de Belgique. La Belgique, tu fais ce pays-là sur 200 km. Littéralement, tu fais ça sur 2 heures en voiture. Canada, c'est je ne sais pas combien de jours, là. C'est une semaine, au moins une semaine en voiture. Donc, on me dit, ah non, c'est un autre marché, tout ça, on est beaucoup. Donc, et parce que j'étais on appelait ça senior consultant. Puis on m'a dit, non, non, non. Je me dis, je vais continuer senior consultant là-bas. Non, non, vaut mieux que tu deviennes consultant. Donc, je suis passé à un niveau en dessous. Mais le salaire, par contre, était plus élevé. Et, Est-ce qu'on peut parler chiffres Est-ce que tu peux nous donner peut-être une tranche de salaire que tu avais quand tu étais en Belgique et le salaire que tu as pu négocier ici? Ok, c'est super important de parler des époques là parce qu'on parle d'il y a 11 ans et je pense que les salaires sont sûrement plus élevés maintenant, 11 ans plus tard. Donc en Belgique, je pense que j'étais à environ 3500 ou 3600 euros, un truc comme ça, brut. Et puis au Canada, le premier salaire que j'ai eu, c'était 65 000. Tu vois, voilà, 65 000 par an, évidemment. En Europe, je parlais par mois. Donc oui, comme je disais là, c'est vu comme une amélioration. C'est sûr, c'est plus de cash, mais il n'y avait pas de voiture. Par exemple, en Belgique, il y avait la voiture, il y avait des chèques, des choses comme ça. Là, c'est ton salaire, puis c'est tout, quoi. Donc c'est ça, si je devais parler en termes de chiffres. Mais sinon, comme je t'ai dit, il y avait le côté d'émotion, où au lieu d'avoir une promotion, tu as une démotion. tu passes en dessous pour t'adapter à la façon de faire canadienne et tout ça. Là. Mais bon. Donc là, tu as commencé en arrivant, donc, on transfère, tu as continué avec Deloitte à 65 000. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu travailles toujours avec eux ou est-ce que tu as changé de domaine? Ouais, donc j'avais changé d'employeur 2 ans après, puis où là j'étais aussi par rapport à faire du conseil sur le logiciel SAP. Et puis 2 ans après cet employeur, donc là on parle de 2017, là je me suis mis en indépendant, je me suis mis à mon compte. Je fais encore plus ou moins la même chose, je fais mais un peu plus large quand même. Donc j'essaie de m'ouvrir aussi à d'autres logiciels de gestion, dont un qui s'appelle Odoo, ODOO. Puis c'est quelque chose qui va être repris, là je sais pas quand la vidéo va être publiée, mais je fais aussi du podcasting. Donc j'avais un podcast anglophone qui s'appelle Consulting Lifestyle, où qui parle en fait le B2B, le conseil en B2B en général, où il y a pas mal d'interviews et pas mal d'épisodes solo. Mais là, je sais que je vais aussi avoir un podcast francophone, un peu sur le même sujet, mais plus orienté sur tout ce qui est transformation numérique, le digital, les implantations, les intégrations de systèmes. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Dans deux endroits. Donc il y a LinkedIn où il y a directement mon nom, Diogène Ntirandekura, ou alors le nom de mon entreprise ERP Happy, H-A-P-P-Y, et sur YouTube c'est exactement la même chose. Donc ça serait ERP H-A-P-P-Y ou Diogène Ntirandekura. On va mettre donc, le lien en dessous de la vidéo. Donc, je vous invite à aller le suivre. Donc ERP Harpy, c'est ça? ERP Happy. Heureux. En fait, l'idée derrière le nom, c'est que souvent, lorsqu'on parle d'utilisation de logiciels de gestion, les utilisateurs, ils se plaignent. Donc, ils disent ah non, j'aime pas à quoi l'écran ressemble, j'aime pas le nombre de boutons sur lesquels je dois appuyer juste pour faire une simple opération, etc., etc. Donc, moi, j'essaie d'avoir une approche plus orientée utilisateur qu'une approche orientée manager. Donc, ce que je dis, c'est ERP. Donc, en anglais, en fait, c'est ERP parce que ça représente en fait les logiciels de gestion, c'est un peu un acronyme en anglais, et Happy, donc essayer d'être heureux avec le ERP que tu utilises, c'est ça que ça veut dire.
Donc toi, tu es venu au Canada, donc l'idée c'était juste de passer 2 ans, d'avoir 2 ans d'expérience dans un environnement anglophone. Présentement, tu es... Ouais, bilingue, c'est bien ça. Et présentement, donc, tu t'es mis à ton compte, tu es indépendant, c'est ça. Je suis curieux de savoir, c'est quoi ton expérience en tant qu'indépendant au Canada? Euh, elle est variée. Elle est variée. Première des choses, ce que je vais dire, est-ce que ce que je vais dire va être vraiment spécial avec le Canada? Je ne sais pas. Mais une des choses, c'est émotionnel. Au niveau émotionnel, premièrement, c'est euh, voir les hauts et les bas et penser en fait aux périodes durant lesquelles il est possible que tu n'aies pas que tu n'aies pas de contrat. Moi, c'est ce que je souhaite à personne évidemment là, mais je pense que l'idéal c'est de ne pas en avoir du tout. Mais tu es constamment en train de fighter à te dire, ok, j'ai un certain contrat qui va prendre une certaine durée ou va me rapporter un certain montant. What is next? C'est quoi le prochain, quoi? Ou alors c'est comment que je peux évoluer si je ne veux plus être dépendant de ce modèle d'affaires. Donc là, je ne pense pas que ce que je viens de dire est directement spécifique au Canada ou au Québec, mais c'est quelque chose qui entre en compte quand on passe plus d'un mode employé où là c'est plus l'employeur, est-ce que ça va bien avec l'employeur versus être indépendant. Ce que je dirais qui est important par rapport au Canada ou au Québec, c'est le réseautage. Il est important vraiment de construire de bonnes relations et de se connecter avec les bons réseaux, des réseaux qui ont une certaine influence dans ta clientèle. Que ce soit une clientèle directe ou une clientèle indirecte. Donc les clients de tes clients ou tes clients directs, ça c'est important. Donc s'associer, par exemple, se mettre dans des groupes. Donc par exemple maintenant je suis à l'association québécoise des informaticiens et informaticiennes indépendants, ça s'appelle ACI, trois fois le I, et est-ce que ça fait que j'ai un mandat directement? Peut-être pas. Mais par contre, ça m'ouvre à un réseau d'autres personnes qui sont des informaticiens indépendants, qui me parlent de leurs expériences et qui parlent des expériences avec leurs clients. Donc ça me permet de voir un peu, ok, qu'est-ce que les clients au Québec ou quoi demandent de la part de consultants. Mais ça aide aussi, toi en tant qu'entreprise qui s'incorpore, ça t'aide aussi à voir comment est-ce que les gens font par rapport à leur gestion financière, par rapport à leurs assurances, etc. Donc ça aide aussi à ça. Donc un premier truc, je dirais que c'est le réseau. Une autre chose, c'est, comment on appelle ça? Son rayonnement. Donc quand tu es employé, tu bénéficies, surtout quand tu es employé dans des grosses boîtes, Deloitte, IBM et tout ça, là, il suffit juste que tu aies ça sur ta carte d'affaires, on dit ah ouais, il est manager à truc, oh, il est VP à... C'est tout, t'es validé. On n'a pas besoin de t'es validé parce que ton employeur est connu et tout ça. Mais quand tu te mets en indépendant, bah, c'est fini. Ouais, tu peux mettre X, mais donc t'es pas validé, tu dois te revalider toi-même, donc tu dois rayonner. Et ça aide aussi pour que les personnes, ton marché, te gardent en tête. Et c'est une des raisons pour lesquelles donc, j'avais lancé un podcast, pour lequel je fais un peu de contenu quand même, non pas un peu, je fais du contenu sur LinkedIn. Donc ça, c'est quelque chose qui devient plus important quand tu te mets en indépendant. Parce qu'autrement, on t'oublie. C'est quoi? Tu travailles dans ton petit coin et tout, mais on t'oublie. Quand tu as un employeur, tu as quelqu'un qui fait du développement d'affaires chez ton employeur pour te trouver des choses, mais là, c'est toi qui dois le faire. Une autre chose qui est importante, c'est ça, c'est tant pour la vie personnelle que professionnelle. Donc, quand tu es au Québec, tu doubles le nombre de déclarations fiscales que tu dois faire en tant que personne physique, mais en tant qu'entreprise aussi. Donc, moi, chaque année, c'est 4 déclarations auxquelles je dois penser. Ça me... Ouais, on va pas faire de jurons ici, mais c'est lourd. Et t'as donc toutes les obligations. Je sais que par exemple en France, vous avez ce qu'on appelle, je suis pas expert là, mais arriéré d'impôts, je crois. Genre vous travaillez toute l'année, puis c'est l'année d'après que
Ça, je trouve c'est un peu vicieux, parce qu'il faut vraiment épargner. Mais ici, ce que moi je vis, c'est le fait de devoir mettre des acomptes provisionnels. Donc on va regarder qu'est-ce que j'ai gagné l'année passée, et basé sur ce que j'ai gagné l'année passée et les taxes que j'ai dû payer par rapport à l'année passée, c'est les avances que je vais faire cette année. Donc ce que ça veut dire, c'est que si tu as une année, disons que 2024, c'est une année où tu as gagné beaucoup, mais peut-être plus que la normale, entre guillemets, et toi, tu vas te refaire des avances sur taxes en 2025 basées sur ce que tu as gagné en 2024. Mais si 2025, ça commence pas bien, tu es là, what the hell? Ouais. tu dois verser. Donc ça, c'est des choses, par exemple, à prendre en compte. Quelle autre chose est importante? Il y a aussi il y a le côté provincial et le côté fédéral. Il y a aussi le côté, je ne sais pas si c'est propre à ici, mais le côté planificateur financier versus comptable fiscaliste. Donc, des fois, on peut confondre le rôle du comptable comme allant jusqu'à t'aider avec tes finances ou quoi, mais non, en fait, il va vraiment faire tes déclarations. S'il doit faire une mission de compilation, il va la faire. Mais si tu veux, par rapport à tes plans financiers, qu'est-ce que tu vas faire de ton argent et tout ça, il y a d'autres personnes qui sont habilitées, spécialisées et qui sont habilitées à faire ça. Tu peux aussi, si quelqu'un veut se mettre en indépendant, en informatique, ça va être très rare qui est le cas, mais c'est plus dans des métiers, peut-être dans d'autres métiers. Mais jusqu'à 30 000 $ sur une période de 12 mois, tu n'es pas obligé de mettre la taxe sur tes factures. Donc tu peux toujours facturer en personne physique et sans mettre de taxe particulière. Mais une fois que tu as atteint 30 000 $, si tu vois que tu vas atteindre 30 000 $ sur une période de 12 mois, là sur tes factures, n'importe quel service, avocat, plomberie, là il va falloir que tu ajoutes la taxe de vente sur tes services. Néanmoins, par exemple, un métier comme informatique, où souvent tu vas servir des entreprises, et les entreprises vont souvent te demander d'avoir une assurance, tu es plus ou moins obligé de t'incorporer. Tu es obligé d'être en entreprise là-dessus. Super, franchement, très riche ton expérience en tant qu'indépendant. Depuis combien de temps est-ce que tu es indépendant, donc freelance au Canada, et quelle a été ta meilleure année en termes de chiffres? Depuis combien de temps? 2017, donc ça va faire bientôt 8 ans. La meilleure en termes de chiffres, ça pourrait être 2024, autrement c'était 2022. Et combien approximativement en tranches de chiffres? Est-ce que c'est intéressant de se lancer en tant qu'indépendant au Canada dans le domaine de l'IT? Ou est-ce que c'est mieux d'avoir un travail classique? Parce que dans l'IT, généralement, les salaires, ça oscille entre 100, 200 000 selon la province. Donc combien est-ce qu'on peut espérer faire quand on se met en tant qu'indépendant? Je suis curieux de savoir ça. Alors, il y a ça peut être assez large ce que tu peux te faire en tant qu'indépendant. Moi, mes meilleures années, c'était plus entre 200 et 250 cas. Mais il y a des métiers, par exemple, parce que moi je suis dans l'intégration de systèmes, mais il y a des positions et des industries sur lesquelles vraiment ça peut aller à 300, 400 cas assez rapidement. Donc si je pense à la cybersécurité, aujourd'hui un domaine qui est tout nouveau, mais je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de freelance, c'est plus des nouvelles entreprises qui se créent, c'est l'intelligence artificielle. Et il y avait un autre en tête, dans certains cas aussi, quelqu'un qui a un rôle vraiment de gestionnaire de projet. Là, j'ai vu que là aussi, ça peut aller assez haut. Mais pas n'importe quel gestionnaire de projet, quand même. C'est des gestionnaires de projet qui ont pas mal d'expérience ou qui sont sur un domaine assez spécifique. Assez pointu. J'ai déjà croisé des gens qui étaient salariés en tant que gestionnaire de projet, qui étaient à 170 000. Donc, ça ne m'étonnerait pas que... en tant qu'indépendant, qui se fassent des salaires super élevés. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais. Ouais, exact. Aussi, donc la question est-ce que ça vaut la peine en TI d'être indépendant? Ce qu'il faut regarder, moi je vois deux choses. Il y a le
path, le career path, le chemin, la trajectoire de carrière, où tu es dans une entreprise, tu montes et puis tu deviens partenaire. Et parfois, quand tu fais salaire plus une partie avoir un pourcentage de l'entreprise pour laquelle tu travailles, parfois ça pourrait être plus avantageux qu'être indépendant si tu veux tout prendre en compte. Ou dans d'autres cas, si tu veux vraiment être indépendant, je pense qu'il y a beaucoup un peu le désir de liberté, ou le fait de ne pas justement vouloir monter de façon corporate et devoir passer par toute la politique et la paperasse pour essayer de te faire avoir la promotion ou devenir partenaire et rester partenaire et tout ça. Donc il y a ça. Et puis il y a le côté entrepreneurial, mais je veux dire entrepreneurial par soi-même plutôt qu'entrepreneurial à l'intérieur d'une entreprise, ou c'est plus, je dirais, l'intrapreneuriat, quoi. Donc il y a vraiment ces côtés-là qui vont différencier entre te dire, ok, dans l'IT, je vais rester dans une entreprise, je vais essayer de monter, ou alors je vais me mettre à mon compte. C'est vrai qu'il n'y a pas que le revenu, hein. Quand tu te mets en tant qu'indépendant, c'est peut-être aussi pour la liberté, passer plus de temps avec la famille. Enfin, en tout cas, on ne va pas chercher que le revenu là, donc je comprends tout à fait. Depuis que tu t'es lancé en freelance, c'est quoi les challenges que tu as rencontrés dans ton parcours? Quel a été est-ce que tu as déjà vécu un moment où tu t'es dit oh, putain, je vais abandonner, je retourne chercher un petit boulot ou pas, enfin... Au début, le challenge, c'était honnêtement, c'était comme parce que j'ai toujours eu un salaire depuis que j'ai travaillé, tous les mois. Et donc au début, c'était l'incertitude. Je ne sais pas où je vais, parce que moi, je n'avais pas directement un contrat là quand je me suis lancé. Donc au début, il y avait tout simplement la peur là un peu. Après, c'est le manque de connaissances par rapport à comment les choses se passent quand on a une entreprise. Donc tu découvres un peu tout. Je découvrais un peu tout là durant mes 2 premières années. Et alors, est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter? Totalement, je mentirais si je dirais que ça m'est jamais passé à l'esprit. Mais il y a toujours ce truc de... Mais est-ce que j'ai vraiment essayé d'utiliser mon plein potentiel avant de faire ça? Et donc à chaque fois, ça me ramène à... Non, tu sais quoi, on va toujours essayer freelance, ou on va toujours essayer, avec ma propre entreprise, d'essayer de voir jusqu'où je peux aller. Et puis après, on verra jusqu'où je peux aller. Et puis de là on décide là, si je retourne en entreprise ou pas. Mais je ne vais pas exclure que, pourquoi pas, un jour, je retourne en entreprise. Là, on sait jamais. On sait jamais. Là, je n'exclus pas ça. Ok, super. Alors, du coup, tu as eu du mal à trouver tes premiers clients, de ce que j'ai entendu. Comment est-ce que tu as fait justement pour trouver les clients, et comment tu continues à trouver de nouveaux clients aujourd'hui? Parce que j'imagine que tu n'as pas un client, ou si tu en as un, comment tu as réussi à le trouver depuis 2017 hein, que ça a commencé. Voilà. Quelle est la démarche pour quelqu'un peut-être qui se lance en tant qu'indépendant pour trouver ses premiers clients et continuer à trouver de nouveaux clients? Ouais, c'est une très bonne question. Donc au tout début, donc moi j'avais pris une coach qui m'avait bien aidé avant pour que je me lance, pour valider mon idée de me lancer et tout ça. Et donc elle m'avait bien appris à, tu sais quoi, fait une liste vraiment des personnes qui peuvent te trouver des contrats ou qui peuvent être ton client, ton client final. Donc j'en avais contacté pas mal. Et donc là, dans mon domaine en tant que tel, quand tu fais du conseil plus sur des grosses entreprises, soit tu as un contact avec une grosse boîte de conseil, ou soit tu as un contact avec une boîte, souvent c'est une boîte de recruteurs, une boîte de recrutement en TI. Donc moi, ce que j'ai eu, c'est que j'avais eu mon premier mandat avec une entreprise qui ne m'avait pas engagé, en fait non, qui voulait m'engager en tant qu'employé. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que j'ai dit je veux me lancer en freelance. Puis finalement, ils m'ont rappelé pour me dire tu sais quoi, on accepte les postes même freelance si tu veux. Et donc c'est comme ça que j'ai eu le tout premier mandat. Donc souvent pour ce qui est des grosses entreprises, les grosses entreprises font souvent des contrats avec d'autres grosses entreprises. Donc soit grosses boîtes de recrutement, soit autres grosses boîtes de consulting. Donc là souvent ça va être un modèle plus en mode sous-traitance. Maintenant,
si c'est un modèle, si c'est par exemple un modèle où je fais un service plus de stratégie en numérique ou c'est avec une PME, là ce sera moi, mon entreprise directement qui aura le lien avec le client final. Donc aujourd'hui, comment est-ce que je cherche? C'est pas trop différent d'avant, honnêtement. Donc il y a mon contact, mon carnet de contact qui évidemment avec le temps il évolue, mais j'essaie aussi de créer du contenu parce que tu peux pas tout le temps penser que tu auras contacté tout le monde et que tu es au courant de. Mais par contre, si tu restes un peu top of mind de certaines personnes en créant du contenu, ben là, quand il y a quelque chose, ben les gens disent ah ok oui t'existes encore, ben cool, je vais te contacter, on sait jamais si tu es libre pour tel ou tel mandat. Le contenu, c'est bien, ça s'est beaucoup démocratisé ces dernières années, mais en 2017, ce n'était pas le cas. Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Parce que tu m'as dit tu as rencontré une personne, tu t'es fait coacher par une personne. Qu'est-ce que cette personne-là t'a concrètement apporté? Et donc, pour trouver également ton client, j'ai compris que tu avais postulé pour un emploi. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et après, tu as négocié avec eux pour un contrat en freelance. Depuis, j'imagine que tu as trouvé d'autres clients. Comment tu as fait pour trouver ces autres clients aussi? Donc, deux questions en un. Qu'est-ce que la personne t'a apporté, la personne qui t'a coaché à tes débuts? Avant que tu commences à créer du contenu, comment tu t'y es pris pour trouver des clients? Moi, je me mets vraiment à la place de quelqu'un qui aujourd'hui veut se lancer, n'a pas forcément la possibilité de pouvoir créer du contenu et a besoin de trouver ses premiers clients. C'est quoi la trajectoire, c'est quoi la démarche, qu'est-ce que tu nous recommandes de faire en premier en fait finalement? Alors surtout parce que la chaîne c'est réussir à l'étranger, donc c'est souvent des ça va être souvent oui, et puis c'est souvent des immigrants dans ce contexte-là. Donc alors ce que la personne je vais commencer par ce que la personne m'a apporté, c'est un peu de la structure. Donc moi j'avais les idées. Alors, je pourrais faire ça. D'ailleurs j'ai encore un peu ce mindset-là, mais elle apporte en fait de la structure. Elle apporte vraiment de la structure. Non, si tu veux faire ce projet-là, ben, essaie de séquencer action 1, 2, 3, 4. Et aussi, par exemple, moi je recommande toujours l'utilisation. J'utilisais au tout début Excel. Bon, maintenant j'ai comme un CRM, mais utiliser peut-être un CRM où tu vas loguer vraiment tes contacts de toutes les personnes qui peuvent être, donc comme je disais, clients potentiels ou qui peuvent t'amener vers des clients potentiels. Et vraiment dire hey, salut, ça va, moi c'est Jean-Pierre, moi c'est Diogène. Je me suis mis en indépendant, ça fait 9 ans que je fais à l'époque en 2017, ça fait 9 ans que je fais ce métier-là et maintenant voilà, je suis potentiellement à la recherche d'un mandat, je peux offrir compétences X, Y, Z. Okay. Et de là tu vois. Donc moi ce que je dirais pour la personne, donc avoir un coach ça aide par rapport au fait de se structurer, autant par rapport à son entreprise, mais peut-être même émotionnellement. Mais je dirais que tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Mais quelqu'un qui veut se lancer et qui ne passerait pas nécessairement par de la création de contenu ou de la présence, en tout cas sur les réseaux sociaux, élargis ton réseau en allant à des événements, que ce soit virtuel ou que ce soit en présentiel. Il faut qu'ils aillent élargir leur réseau, mais un réseau pertinent, quoi. Pas juste un réseau pour un réseau. Donc au début j'avais fait beaucoup de réseautage, c'était même avant que je me mette en entreprise, j'avais fait beaucoup de réseautage par exemple qui était réseautage professionnel ou entrepreneur, c'était très générique, mais tu rencontres de tout. Mais par contre quelqu'un là, s'il sait déjà dans quel domaine il veut être ou dans quel domaine ses clients sont, qu'il a vraiment à ces endroits de réseautage là, comme ça il entend un peu ce que le marché veut aussi. Donc moi je recommanderais à fond à quelqu'un de d'abord aller à ces événements, ne pas démissionner directement, d'abord aller à ces événements, voir un peu comment c'est et voir si les gens ont vraiment besoin là, de ce que vous comptez offrir. Super. Donc si j'ai bien compris, d'abord se structurer, savoir ce qu'on veut réellement faire, préparer une sorte de message de prise de contact pour expliquer un peu ce que tu fais, ce que tu offres, aller à des événements, créer un peu de réseau avec des gens. Et ensuite,
envoyer les messages du coup aux entreprises. C'est ça, comme ça tu as le feedback, comme ça tu as un feedback direct. Parce que bon, des fois, quand tu as grandi dans un endroit un peu plus formel comme en Europe, où le marché, c'est un marché où les jobs sont vraiment affichés. Mais en fait, ici, la majorité des jobs ne sont pas listés. Tu ne peux pas les lire, tu ne peux pas les voir. Donc, c'est vraiment, tu dois parler vraiment avec les gens, te faire connaître chez les gens. J'avais parlé du fait que j'étais impliqué dans un conseil d'administration. Je ne dis pas que c'est ça que tu as besoin, nécessairement absolument besoin pour avoir un contrat ou quoi que ce soit. Mais c'est des choses qui aident là au début, honnêtement. Quand on parle de réalité canadienne, le côté give back est très important ici. Tu as parlé de réseautage comme étant un élément important. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu as trouvé importants qui t'ont aidé justement à t'infiltrer un petit peu dans le milieu canadien et à te faire ta place finalement en tant qu'indépendant? Est-ce que l'anglais finalement a été important? Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Votre question. D'accord. Alors, donc, il y avait deux questions. Il y a la langue et d'autres éléments que le réseautage. D'autres éléments que le réseautage. Non, hein, parce que donc il y a le réseautage formel, je vais à un événement de réseautage, puis il y a le réseau que tu formes au fur et à mesure de tes années de travail, essayer de garder les contacts. Non, je pense que c'est vraiment un outil très important. Parce que là, tu me demandes de le faire aussi sans réseaux sociaux. Hein. Faut pas citer les réseaux sociaux. Donc ça devient difficile. Parce que c'est aussi là que tu montres. Soit par ton site web, soit par les plateformes de réseaux sociaux, c'est aussi là que tu montres, je suis actif dans tel secteur, je suis compétent dans telle chose. C'est difficile de le faire autrement que de soit le dire verbalement quand tu vois quelqu'un et alors le dire dans les réseaux. Donc honnêtement, j'ai pas d'autres. Je sais pas si tu penses à quelque chose, mais moi j'ai pas d'autres. En fait, j'insiste sur la partie peut-être pas trop parler des réseaux parce que aujourd'hui, la création de contenu, oui, c'est intéressant, oui, ça se démocratise, mais c'est pas toujours ce qui ramène des clients. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui créent du contenu, mais qui ne font pas d'argent avec le contenu. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment, et inversement aussi. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est se dire, ok, je mets à la place de quelqu'un qui a peut-être pas la possibilité de créer ce réseau. Comment il fait pour démarrer? Donc c'est pour ça que tu peux parler des réseaux, bien sûr, mais je veux pas que ça soit, tu vois que ça. Tu vois, c'est plus. Mais c'est pour ça que aller à la rencontre des gens physiquement, aller dans les événements pertinents, c'est l'autre chose que je peux dire, que cet événement soit un événement en présentiel ou en virtuel. C'est le meilleur feedback que tu peux avoir parce que c'est là que tu vas, par exemple, si ta clientèle c'est, je sais pas moi, des peintres, ben, va à une convention de peintres, même si tu n'es pas un peintre, tu vas écouter qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aiment, et là tu vas te dire, ah ok, peut-être que mon offre, là, elle peut servir. Ou, ah non, finalement, je croyais que les majorités des peintres avaient ce budget-là, ou avaient cette vision-là, ou alors ils détestent les gens c'est important tu dois les rencontrer. Tu dois les rencontrer. Alors, si ce n'est pas sur un réseau social, c'est dans la vie sociale. Alors, par rapport à la langue, en fait, moi, j'étais déjà de toute façon bilingue avant de venir. Français-anglais. Donc oui, alors au Québec, quand tu as un client du secteur public, ça va être plus en français, c'est sûr. Secteur privé en général aussi, mais ça dépend. Mais sinon, moi j'ai pu travailler, par exemple, j'ai travaillé 9 mois en Alberta, il y a 10 ans, là, enfin en 2014. J'ai travaillé en Alberta, à Calgary. J'ai aussi travaillé un peu à Toronto. Ouais, donc ça me dérange pas nécessairement. Puis aussi, souvent, là c'est propre à l'informatique, mais souvent c'est des projets qui sont assez globaux, où tu vas avoir des ressources qui sont ici, tu peux avoir des ressources quand c'est un projet francophone, tu peux avoir des ressources qui sont au Maroc, tu peux avoir, quand c'est anglophone, tu peux avoir des ressources qui sont en Inde, aux Philippines. Donc je dirais plus faut même maîtriser la langue et les différents accents, là. C'est important aussi. Donc, maîtriser la langue, faire du réseautage. Donc là, tu t'as parlé de te lancer également dans du podcasting, de peut-être sortir un petit peu du schéma freelancing, aller vers un autre modèle. C'est quoi tes ambitions là, pour 2025 ou même pour plus tard là, du coup?
Oui, oui, très bon point, très très bon point. Merci d'amener le sujet. Oui, alors quand on parlait je parlais du modèle de freelancing où c'était beaucoup dans mon domaine, pas le freelancing en général, mais dans mon cas, il y a beaucoup de servir des grosses entreprises et tu es un sous-traitant d'une autre boîte de conseil ou une autre grosse boîte de recrutement. Un autre modèle d'affaires qui peut être mis en place, c'est tant le fait de créer une équipe ou une structure via laquelle moi en fait je démarche des clients, je prends leurs besoins. Je peux être même la personne qui fait au début les premières démonstrations, mais au moment de l'implantation, là, je m'entoure de personnes qui peuvent exécuter en fait, exécuter l'implantation. Et quand je parle de ça, c'est avec un logiciel de gestion qui est plus pour des PME et des OBNL qui s'appelle Odoo, donc ODOO. Donc ce modèle d'affaires-là, c'est ça que j'aimerais développer en 2025. Un autre modèle, mais je dois dire qui est seulement priorité 2 et qui peut-être se rapproche de ce que tu fais, là c'est plus le modèle de création de contenu, infoproduit, avoir un cours, pas un cours de charlatan, là, un cours sur des choses que je connais. Un cours qui donne vraiment de l'info, ouais, qui donne vraiment de la valeur. Là, ce serait développer ça aussi. Donc ça, je regarde. I'm looking forward to it pour 2025. Là. J'ai vraiment hâte de bien développer ça en 2025. Pour terminer, je suis curieux de savoir, bon, tu as fait le chemin de la Belgique, maintenant tu es au Canada. Quels étaient tes objectifs avant d'arriver et est-ce que tu considères que tu as atteint? Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Et c'est quoi pour toi réussir à l'étranger? Waouh! Non, mais t'amènes toujours là. Hein, ta deuxième question est toujours la plus. Je vais répondre séparément. C'est quoi pour moi réussir à l'étranger? Donc, alors, est-ce que j'ai atteint mes objectifs au Canada? Je dirais globalement oui, honnêtement. Donc, c'est vraiment objectif au Canada, pas objectif de vie ou quoi. Loin. Mais au Canada même, oui, parce que quand je suis arrivé, j'étais aussi attiré par le fait d'essayer une expérience entrepreneuriale en Amérique du Nord. Et cette expérience entrepreneuriale pouvait avoir différentes formes. Donc, ça ne devait pas nécessairement que j'ai une entreprise de 50... Non, juste le fait de me lancer en freelance, j'ai mon entreprise. Donc, non, moi, c'est quelque chose que je suis assez content. Il y a d'autres choses que j'aimerais faire au Canada. Donc, si je fais beaucoup plus d'années au Canada, il y a d'autres choses que j'aimerais faire. Mais ça ne rentrerait pas dans l'équation de ouais, est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire? Non, ce serait ok, c'est smart de le faire maintenant. Mais je suis content avec ça. Là, je pense avec 11 ans, là, c'est bon. Là. Mais en termes d'objectifs de vie, il y a d'autres choses là, que j'aimerais faire, plus notamment liées à l'Afrique ou quoi. Mais ça, c'est pas le Canada, c'est pas lié au Canada directement. Non, la grande question, c'est quoi réussir à l'étranger? Je vais te donner la réponse du consultant, c'est ça dépend. Pourquoi? Parce que mes parents, par exemple, c'est plus une génération de personnes qui ont dû fuir une situation, ou en tout cas ne peuvent pas retourner dans une situation dans laquelle ta vie pouvait être en danger. Et puis ils ont été dans une société, années 70, fin des années 60, début des 70. C'est être un Africain, en Europe, il y en avait pas beaucoup. Même s'ils avaient des diplômes, c'était pas nécessairement possible d'exercer, contrairement à moi. Donc eux, à partir du moment où ils ont pu construire une famille, avoir des enfants, que les enfants ont pu aller à l'école, ben, c'est ça réussir à l'étranger. Moi, c'est totalement différent parce que moi j'avais déjà grandi en Occident, j'ai quitté pour un autre pays occidental dans des langues que je connais. Alors là je fais la comparaison avec mes parents, mais ce que je veux dire par là c'est que réussir à l'étranger est différent. Donc pour moi réussir à l'étranger c'est faire quelque chose qui va plus loin ou que tu n'aurais pas pu faire dans ton pays de résidence ou ton pays d'origine. Donc ce que je veux dire par là c'est
ok, dans mon pays, dans mon pays d'origine, je voulais être, j'en sais rien moi, secrétaire médical. Finalement, je suis arrivé dans un autre pays et je suis carrément devenu médecin. Tu es carrément allé plus loin que ce que tu aurais fait si tu étais, si t'étais resté. Ou tu as été plus loin que la route qu'on avait tracée pour toi. Donc, par exemple, on dit, par exemple, toi, tu as des origines, par exemple, du Bénin. Ah, ok, ouais, les Béninois, ouais, les Béninois, c'est des éboueurs, c'est des... je critique pas les éboueurs là, mais c'est voilà, ouais, les Béninois ça fait ça, là, ça fait X, Y, Z. Ah ben non, moi je vais montrer que un Béninois ça peut aller plus loin. Là, dans mon cas, un Burundais ça peut aller plus loin. On se fixe pas de limite. Donc pour moi réussir à l'étranger c'est vraiment un dépassement de soi, mais ça ne peut pas toujours être mesuré par le revenu ou les possessions. Quoi. C'est vraiment parce que ça dépend du point de départ de la personne. Ça c'est très différent. Donc, je dirais ça comme... Super, tu as parlé d'évolution, tu as parlé du fait que c'est différent d'une personne à l'autre finalement. Bon, on est d'accord quand même que l'évolution au niveau des finances est quand même important. Quel conseil, au vu de 11 ans d'expérience au Canada, est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui vient d'arriver au Canada aujourd'hui pour pouvoir améliorer sa situation financière? Parce que le reste, c'est un peu subjectif, ça dépend de chaque personne, finalement. Mais au niveau des finances, je pense qu'il y a plus ou moins un chemin. C'est quoi les erreurs qu'il faut éviter? C'est quoi peut-être les choses que tu as expérimentées, que tu recommandes de ne pas faire, de faire différemment? Et on va peut-être conclure sur ça. Ouais, ok. Alors un disclaimer là, parce qu'on est au Canada, je ne suis pas un conseiller financier. Ce ne sont pas des conseils financiers. Recommande expérience, partage d'expérience. Bon, le truc classique, c'est oui, essayer d'augmenter. Premièrement, c'est essayer d'augmenter les revenus. Et une bonne façon d'augmenter les revenus, je dirais, de façon dommage, un peu malheureusement, c'est souvent de performer dans un emploi et puis changer. Ça, c'est un peu dommage qu'il faille faire ça en fait. Pourquoi pas rester et puis continuer à gagner plus. Vivre en dessous de ses moyens. Ici, on a énormément d'accès au crédit. Beaucoup plus que dans certains endroits du monde. Et le crédit est souvent utilisé de façon un peu irresponsable. Donc, utilisez le crédit de façon responsable en vivant vraiment en dessous de vos moyens. Comme ça, vous utilisez votre crédit et puis vous le remboursez partiellement, une grosse partie ou alors totalement, mais vous le remboursez facilement. Et quand vous faites ça, au fur et à mesure, les banques vous classifient comme étant une personne avec une bonne cote de crédit, qui est un citoyen responsable, honnêtement. Et en faisant ça, vous aurez accès à encore plus de crédit. Et là, c'est là que ça va vous aider à faire, par exemple, un investissement si vous devez acheter une première maison ou tout projet d'investissement que vous avez. Donc, traitez bien votre crédit, ça va être quelque chose qui va beaucoup vous aider. Aussi, lorsque vous avez votre salaire, donc il y a deux, je ne sais pas la totalité, mais il y a deux formes de comptes dits enregistrés qui sont connus au Canada. C'est la retraite avec le REER, régime épargne retraite, et l'autre c'est le CELI, donc le compte d'épargne libre d'impôt. Là, le compte d'épargne libre d'impôt, c'est un peu plus, si vous recherchez plus à court terme à faire des gains, tous les gains que vous faites, ils seront pas imposés. Ça, c'est super. Puis l'autre chose, le REER, là, c'est vraiment plus par la retraite. Donc, c'est comme un revenu que vous différez au moment où vous prendrez votre retraite. Mais sachez que si vous retirez de l'argent avant votre retraite, c'est du revenu qui va vous être imposé. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous mettez de l'argent, ça va, par exemple, en 2024, si vous avez gagné 100 000 $ en 2024 de salaire, et vous mettez, et disons qu'à 100 000 $, votre dernière dernière tranche d'imposition est à 50%, vous mettez 10 000 $ en REER, votre salaire annuel devient 90 000 $. Et vous êtes taxé alors comme si vous étiez à 90 000 $. Mais comme vous avez payé 100 000 $, vous avez déjà payé vos impôts sur les 100 000 $ que vous avez gagnés, le gouvernement va vous rembourser. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde là, mais ça c'est quelque chose qui aide. Si vous avez un enfant, pensez aussi au régime épargne-études. Tout ce que vous mettez par an, et l'État va rajouter 20% avec un maximum de 500 $ par an, par enfant. Et sinon, pour les personnes qui n'ont pas, ça par exemple, je n'avais pas utilisé, les personnes qui veulent acheter une première maison,
Je crois que ça s'appelle Celiap, mais en tout cas, il y a un produit qui vous permet aussi d'épargner par rapport à l'achat de votre première maison ou condo. Super. En tout cas, oui, il y a beaucoup de dispositifs qui aident les gens à investir dans l'immobilier assez rapidement et même à sauver de l'argent, faire fructifier son argent sans toutefois devoir payer les impôts. Donc, on a cité pas mal. Donc, pensez à les ouvrir. Donc, CELI App, le RIER, le régime pour les enfants, le REEE. Voilà, donc là, on a quelqu'un qui a 11 ans d'expérience au Canada qui nous donne des conseils. Donc, profitez-en. Donc, sur ce, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Diogène, d'avoir partagé ton expérience avec nous. J'espère que vous avez aimé cette interview qui était totalement improvisée. Je ne savais pas du tout de quoi on allait parler. Mais finalement, de belles pépites et de beaux conseils nous ont été partagés par Diogène. Donc, merci à toi. N'oubliez pas de le suivre, donc, sa chaîne qui est ERP Happy. Donc, vous allez tous devenir happy en le suivant. Allez, sur ce, ciao, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Réussir à l'étranger. Bye.